bien, je me remercie moi-même finalement pour cette présentation. Non, je vais vous parler effectivement des complications mécaniques de l'infarctus du myocarde et effectivement, je n'ai pas de conflit d'intérêt avec cette présentation, si ce n'est qu'effectivement, on est très... vous avez vu, on a le même modèle de diapositive, tous les trois quasiment, parce qu'effectivement, on est tous les trois à Nantes. Alors, c'est bien en fait les complications mécaniques de l'infarctus du myocarde parce que ça fait des beaux topos avec 3 points. On va parler de 3 particularités: la rupture de la paroi libre du ventricule gauche, la rupture du septum interventriculaire qui correspond un peu, alors les cardiologues nous disent notamment c'est pas forcément une CIV au sens communication interventriculaire au sens où on l'entend habituellement, mais ça y ressemble quand même beaucoup. Et on va parler de la rupture du pilier de la valve mitrale qui est responsable, vous en doutez, dans ces cas-là, d'une insuffisance mitrale au moment de l'infarctus du myocarde. Alors les complications mécaniques de l'infarctus du myocarde, voilà des petites données épidémiologiques relativement récentes. Ça concerne plus les syndromes coronariens aigus STEMI. Les communications interventriculaires sont plus fréquentes que les ruptures de pilier, sont plus fréquentes que les ruptures de la paroi libre du ventricule gauche, rupture de paroi, c'est comme ça que j'abrégerai plus tard. La rupture de paroi, malheureusement, on n'a pas forcément le temps de les voir, donc cela, on ne connaît pas forcément l'épidémiologie très clairement. Vous voyez qu'en fonction du type de syndrome coronarien aigu, s'il est STEMI ou non-STEMI, eh bien, ma foi, l'incidence n'est pas tout à fait la même pour les 3 complications et elle est plus fréquente, effectivement, lorsqu'il y a un syndrome coronarien aigu de type STEMI. Ce qui a changé dans l'incidence de ces complications au cours du temps, c'est la reperfusion précoce. Et vous voyez ici, cette diapo est assez parlante, c'est les différentes périodes, c'est pas des décennies, c'est par 5 ans, entre les années 70 et les années 2000. On voit que l'incidence de ces ruptures septales notamment a tendance à diminuer et qu'en parallèle, les thrombolyses ou les angioplasties précoces augmentent au cours de ces périodes-là, au cours du temps. Et donc, c'est ce qui a permis de diminuer l'incidence de ces complications. Une autre façon de le dire également, c'est lorsque cette reperfusion est précoce, vous voyez, l'incidence est relativement faible et plus vous attendez, au-delà de 12 heures, vous voyez l'incidence de ces complications mécaniques augmenter. Malheureusement, un bon exemple qu'on a eu récemment sur le délai de revascularisation qui a son importance dans ces complications, ça a été le Covid, et notamment cette série japonaise qui montre qu'effectivement, pendant la période d'état d'urgence déclenchée au moment du Covid chez eux, eh bien, ma foi, les délais de revascularisation ont été un peu prolongés. Ils ont eu plus fréquemment des patients qui étaient vus tardivement pour la revascularisation et de façon assez bien corrélée, on va dire, on a vu une augmentation, une réaugmentation des complications mécaniques. Donc, on a bien la preuve qu'effectivement, le point important pour éviter ces complications mécaniques, c'est une revascularisation précoce. Alors, ça représente 10 à 15% de la mortalité intra-hospitalière des syndromes coronariens aigus liés à ces complications mécaniques. Vous voyez ici, les ruptures septales, c'est VSR. L'insuffisance mitrale, il y en a un certain nombre qui sont sans doute liés à la rupture de pilier. Il y a des tamponnades qui sont sans doute liées à de la rupture de paroi libre. Et puis, il y a aussi une catégorie autre dans laquelle on doit retrouver une partie de ces patients-là. Et donc, ça représente 10 à 15% de cette mortalité qui est liée à ces complications mécaniques de l'infarctus du myocarde. Et vous voyez là encore, lorsqu'on se place dans une période un peu plus récente que celle que je vous ai montrée précédemment, vous voyez qu'en gros, les complications mécaniques depuis qu'on fait de la revascularisation précoce depuis les années 2000, en gros, on ne voit pas l'incidence évoluer beaucoup dans les syndromes coronariens STEMI ou non STEMI. Et vous voyez que la mortalité également est relativement stable. Cette mortalité, vous voyez, pour les complications mécaniques, elle est très importante. 42% pour les STEMI, 18% pour les NSTEMI, et que ces morbidités, on a une morbidité aussi importante qui est le choc cardiogénique, ça c'est logique, mais aussi beaucoup de complications respiratoires, donc ça peut nous concerner également, et les nécessités de dialyse et les insuffisances rénales aiguës importantes. Alors, si on reprend les 3 entités une par une, la rupture de la paroi libre, la première description, c'est Morgagni qui l'a décrite, et dont il est mort également, puisqu'il a fait une rupture de la paroi libre du VG. Et la mortalité de cette rupture de paroi libre est importante, pratiquement 50%. Alors, il y en a différentes formes, plus ou moins complètes, plus ou moins, vous voyez, celle-ci n'est pas complètement transfixiante. Il y en a multiperforées, avec des extensions également de l'infarctus, etc. En tout cas, ce qu'on peut dire sur cette rupture de la paroi libre, il y a plusieurs facteurs de risque. Alors, elle est 10 fois plus fréquente si on a, avant le syndrome coronarien aigu qui nous concerne, pas fait d'antécédent d'Angor ni d'infarctus du myocarde.
Si on a un sus-décalage ou une onde Q sur le CG initial, donc ça veut dire un infarctus assez important, et surtout s'il y a un pic des enzymes, alors c'est une étude assez ancienne, vous voyez, 89, on parlait encore de ces PKMB, qui est élevé, mais on retrouve à peu près les mêmes choses sur les séries plus récentes. Autre élément qui est prédictif de ces ruptures de parois libres, on va dire, c'est des patients âgés souvent. Donc ça veut dire que pour la prise en charge déjà, ça va être un peu plus compliqué. Plus fréquemment des femmes. Alors la localisation, on dit souvent que ça peut être antérieur, mais également les infarctus inférieurs qui peuvent être concernés. Et justement, lorsqu'on attend trop tard pour la prise en charge de ce type de patients, on a une augmentation de la mortalité, de la survenue de ces ruptures de parois libres. Donc il y a 2 pics de rupture, 50% surviennent dès le premier jour, et puis il y a une deuxième pic un peu plus tardif. Il y a 2 formes, je vous l'ai montré, complète ou incomplète ou subaiguë. Cette forme incomplète ou subaiguë, il peut y avoir un hématome, il peut y avoir le péricarde qui vient boucher la perforation. Et donc le patient soit va passer le cap, soit il peut faire une rupture brutale, soit un faux anévrisme lié au péricarde qui va gentiment grossir, soit il peut faire une communication avec le ventricule gauche. Je vous ai montré que les ruptures parfois ne sont que partielles, et parfois on peut avoir une formation d'un diverticule ventriculaire gauche. Alors la présentation clinique, c'est souvent des douleurs péricardiques, des nausées, une agitation, et une hypotension transitoire, on comprend bien pourquoi. Lorsque la rupture est complète, là c'est plus simple, c'est un hémopéricarde avec une tamponnade. D'abord, un tableau d'insuffisance cardiaque droite et un choc cardiogénique, puis une dissociation électromécanique rapide. Et chez un patient qui fait un infarctus, une dissociation électromécanique est prédictive dans 95% d'une rupture du myocarde. Donc ça, il faut bien y penser. Alors le diagnostic, il est assez simple, c'est de l'échocardiographie en urgence, mais on peut également utiliser scanner et IRM. IRM, c'est probablement pas recommandé. Et puis vous avez les signes classiques de la tamponnade, avec à l'échographie notamment un collapsus de l'oreillette droite puis du ventricule droit, de l'oreillette gauche puis malheureusement du ventricule gauche quand c'est trop tard. Vous avez une dilatation de la veine cave inférieure, vous avez la présence de l'épanchement que vous allez trouver, qui n'est pas forcément très abondant, mais c'est surtout très compressif. Et puis vous avez avoir des disparitions de la variabilité respiratoire des flux mitraux et tricuspides. Alors, comment on manage ça? Donc, vous voyez, 3 situations. Votre patient est stable sur le plan hémodynamique après avoir fait sa rupture de paroi libre. Vous mettez éventuellement des supports inotropes et vous l'amenez à la chirurgie cardiaque. Encore faut-il qu'il soit éligible à cette chirurgie cardiaque. Si il est dans le choc cardiogénique, vous traitez le choc cardiogénique pour essayer d'amener jusqu'à la chirurgie cardiaque en faisant éventuellement un drainage percutané de son épanchement. Et s'il est en arrêt cardiaque, là, vous faites comme vous pouvez, vous essayez de l'amener rapidement à la chirurgie cardiaque. Alors les chirurgiens, c'est simple, c'est de la rustine. Alors ils ont différents modèles de rustine. Des fois, ils utilisent du matériel pour venir boucher cette rupture de paroi libre. Parfois, ils font, vous savez, il n'y a pas que McDo qui a inventé ça, les chirurgiens aussi ont inventé le wrap, c'est-à-dire qu'ils vous mettent un morceau de tissu sur l'endroit qui risque de se rompre en disant pourvu que ça tienne, parce que le problème pour ces patients-là, c'est de faire des sutures dans un myocarde infarci. Pour reprendre l'image d'un chirurgien, c'est comme si vous essayiez de faire une suture dans une motte de beurre. Donc dès que vous serrez le nœud, ça se déchire. Donc c'est pour ça que des fois, ils posent simplement le patch en se disant pourvu que ça tienne. En post-opératoire, faut bien les manager, ces patients-là, notamment bien contrôler les post-charges du ventricule gauche, vous vous doutez bien pourquoi. Éviter les phénomènes d'agitation, effectivement, contrôler la fréquence cardiaque, éventuellement proposer un support inotrope ou mécanique à ces patients-là, et un repos au lit est recommandé. Et puis dans les dernières recommandations de l'ESC de la prise en charge du choc cardiogénique, effectivement, dans certaines de ces complications, il y a des complications mécaniques, et on dit bien qu'on essaye de les réparer rapidement. On fait appel maintenant aux supports mécaniques, c'est-à-dire aux assistances circulatoires. On va passer au septum interventriculaire. Facteurs de risque généraux, on retrouve un peu les mêmes, l'âge, les femmes, pas d'antécédent d'angor, et un syndrome coronaire aigu avec un ST un sus-décalage de ST très très important en D3. Autrement, chez les patients non tabagiques, ça serait plus fréquent, les hypertendus, sans antécédent d'angor, donc d'infarctus, ça je vous l'ai dit. Et sur le plan géographique, c'est surtout l'antérieur étendu, ça peut être l'inférieur également, et surtout on y trouve assez souvent une atteinte coronaire diffuse, et dans la zone concernée, une absence de collatéralité. Ça correspond effectivement à une zone qui est nécrosée de façon importante et qui s'est perforée. Alors, en général, c'est dans la semaine qui suit l'infarctus du myocarde, et paradoxalement, parfois, les patients nous décrivent plus la douleur qu'ils ont ressentie au moment où ils ont fait cette communication interventriculaire, sa rupture de septum,
Et c'est en cherchant derrière qu'il nous dit ah oui, mais c'est vrai que quelques jours avant, j'avais déjà eu une douleur thoracique, etc. C'est important parce que ça va donner un peu l'idée du timing de la chirurgie pour ce type de patient. Là, je vous ai listé après les différents signes cliniques qu'on peut voir. C'est surtout également l'apparition d'un shunt gauche-droit lorsqu'on a une rupture du septum interventriculaire qui va entraîner effectivement une modification de la saturation en oxygène au niveau droit parce que vous avez un enrichissement du côté ventriculaire droit par du sang oxygéné, donc vous avez une modification de la saturation d'oxygène. Le diagnostic, encore une fois, échocardio, d'abord l'examen clinique, effectivement, puis vous allez faire une ETT. Si ça ne suffit pas, vous faites une ETO. Et si ça ne suffit toujours pas, vous pouvez éventuellement faire un cathéter de Swan-Grand, un cathéter interpulmonaire, et vous pouvez également mesurer la saturation en oxygène avec ce cathétérisme, et qui va vous permettre également de mesurer la quantité, l'importance du shunt retrouvé chez ce patient-là. Et après, comment on fait ? Alors on discute, c'est une vraie discussion multidisciplinaire, chirurgien, cardiologue et anesthésiste réa. Alors si on fait rien, ça c'est une série nantaise également, vous voyez clairement que si on fait rien, la probabilité de survie elle n'est pas très très importante chez ces patients-là. Et en gros, en un mois, il y a quand même une mortalité quasiment de 100%. Si on fait la chirurgie, quand même on a l'impression d'une amélioration de la survie. Donc c'est plutôt pas mal. Donc si on ne fait rien, 100% de mortalité quasiment. Il faut prendre en compte la morbidité du patient. Effectivement, est-ce qu'il faut opérer tous ces patients-là ? Certains ont d'autres comorbidités, sont âgés, donc ça va nous poser des questions assez importantes. Et il y a une différence suivant de quel côté de l'Atlantique on est. Du côté nord-américain, on est plutôt pour une prise en charge rapide de ces patients. En Europe, toujours par rapport à ce que je vous ai dit, on a tendance à attendre la cicatrisation un petit peu pour que le chirurgien puisse aller faire du patch avec des points qui vont tenir et pas dans une nécrose qui va déchirer dès qu'ils vont mettre les points. Et effectivement, il y a quelques éléments qui sont en faveur de cette stratégie un peu retardée de prise en charge chirurgicale et on voit que plus vous attendez effectivement, plus la mortalité quand vous opérez ces patients-là diminue au cours du temps. Donc si on essaye d'attendre dans un monde idéal 3 semaines avant d'opérer, c'est pas mal. 3 semaines avec un shunt gauche-droit, chez quelqu'un qui a fait un infarctus, il faut quand même le tolérer, c'est pas forcément évident. Et vous voyez, c'est des séries qui sont assez limitées, mais vous voyez, lorsqu'on compare la survie, la mortalité qui apparaît ici sur les différents encadrés, etc., plus vous attendez, plus vous avez quand même de chances de... Pardon, c'est la mortalité. Plus vous attendez, vous avez quand même la mortalité qui augmente si vous faites rien, pratiquement 100%, ce que je vous disais. Et entre les deux, vous voyez, on a quand même l'impression qu'il y a une diminution de la mortalité si on attend plusieurs jours avant d'opérer. Alors, s'il y a une défaillance hémodynamique en attendant, effectivement, on fait ce qu'on sait faire, c'est-à-dire on met un support inotrope, on met des vasopresseurs et rapidement, on va se poser la question d'une assistance mécanique, surtout que dans ces circonstances-là, on était très fan du ballon de contre-pulsion pendant quelques années, parce qu'on se disait, on fait la revascularisation, bien sûr, ça je ne vous l'ai pas dit, mais ensuite on met un support, une assistance circulatoire, et on mettait assez facilement des ballons de contre-pulsion à ces patients-là, en disant j'améliore la perfusion coronaire, donc il va mieux cicatriser, donc ce sera mieux. Depuis, il y a eu les études choc qui ont dit que les ballons de contre-pulsion étaient potentiellement délétères dans le choc cardiogénique après syndrome coronarien aigu. Donc, on a un peu levé le pied. Et en même temps, sont apparus de nouveaux systèmes d'assistance. L'ECMO, l'Impella, on vous en a parlé tout à l'heure. Et des fois, on associe les deux. Alors, suivant les gens, on appelle ça ECMO plus Impella, on appelle ça ECMELA ou ECPELA. Ça dépend. Donc, ballon de contre-pulsion, vous connaissez, ce ballon qui va améliorer la perfusion coronaire au moment de la diastole et qui, par un effet, on va dire, d'appel d'air au moment de la systole ventriculaire gauche, en se dégonflant, va diminuer le travail du ventricule gauche. L'Impella, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une vis d'Archimède, c'est un cathéter, c'est une vis sans fin qu'on vient mettre à l'intérieur du ventricule gauche à travers la valve aortique, qui prélève le sang au niveau du ventricule gauche et qui vient l'éjecter au-dessus de la valve aortique. Donc ça permet d'assister le patient. Alors les chiffres, c'est facile, c'est le débit maximum que vous pouvez faire, 2,5 litres, 5 litres, 5,5 litres en fonction des modèles. Alors c'est une vis d'Archimède, c'est pas très gros, c'est des beaux moulins à café pour les globules rouges. Donc vous avez souvent, plus c'est petit, plus le débit est important, vous avez souvent des phénomènes d'hémolyse, insuffisance rénale, etc., etc. Donc ça peut être problématique également à gérer. Et puis vous avez l'ECMO que vous connaissez plus, l'ECMO périphérique qu'on va utiliser chez ces patients-là pour les assister. Et l'association dont je vous ai parlé, l'ECMO plus Impella ou plus ballon de contre-pulsion, on le fait surtout dans l'idée de diminuer
La post-charge du ventricule gauche, hein, je vous rappelle que quand vous mettez une ECMO périphérique, que quand vous réinjectez en artériel au niveau de l'artère fémorale, en fait, on vient de vous dire que le ventricule gauche, c'est pas terrible, vous voulez diminuer sa post-charge, et en fait, vous réinjectez une bonne partie du débit du patient à contre-courant de ce que fait le cœur natif. Donc effectivement, à un moment donné, il va y avoir conflit, il va avoir tendance à gonfler ce ventricule. Et donc, le ballon de contre-pulsion ou encore mieux l'Impella, vont venir décharger ce ventricule gauche pour éviter qu'il ne subisse trop cette augmentation de post-charge. Et vous voyez, plus le débit est important, plus c'est mieux pour la post-charge du ventricule gauche. Donc qu'est-ce qu'on fait? Encore décision multidisciplinaire. Le patient est vraiment trop instable, on décide, soit on l'opère directement, ça serait plutôt aux États-Unis qui ferait ça. Nous, non, on mettrait peut-être une ECMO et on attendrait. Je vous parlerai un peu plus tard, il y a des dispositifs également percutanés qui permettent de fermer ces communications. Il est stable avec une communication qui est large. On va essayer de se donner du temps pour justement favoriser la cicatrisation et faciliter la chirurgie. S'il est stable et que c'est trop petit, comme c'est une petite communication, là, on va réfléchir peut-être sur les dispositifs percutanés ou ne rien faire chez ces patients relativement âgés. Je passe rapidement sur cette diapositive, juste pour vous dire qu'en France, il y a eu cette étude qui a été publiée récemment, où on a fait un petit peu la comparaison justement de la prise en charge de ces patients entre tardif et précoce. Vous voyez que ces patients chez qui on attendait plus longtemps, la survie était meilleure, 27% de survie contre 45% chez qui on opérait avant les 7 jours, un petit peu fatidique. Et l'élément protecteur chez ces patients-là, c'était l'utilisation d'une assistance sous forme d'une ECMO. Je vous montre rapidement cette diapo pour vous dire qu'en gros, on espère qu'en complexifiant certes nos systèmes ECMO, plus Impella, etc., on va améliorer la survie de nos patients en choc cardiogénique ou ce type de patients avec des complications mécaniques. La chirurgie, c'est pareil, on est toujours dans le domaine de la rustine avec du patch de différentes natures pour refermer cette communication. Alors là, je vous montre une des dernières qu'on a eues. Vous voyez, le chirurgien, il a luxé le cœur. Ici, vous êtes au niveau de la tête du patient et juste en dessous, vous avez l'apex qui a été luxé. Il a ouvert la paroi inférieure du ventricule gauche et vous voyez cette espèce de chose là, ici, le trou, c'est la communication interventriculaire, donc qui est assez remarquable chez ce patient-là. Et effectivement, il est en train de poser son patch sur cette communication interventriculaire. Vous voyez là, ici, même chose, le patch qui est en train d'être mis sur une grosse communication interventriculaire. Et notamment, nos collègues chirurgiens ont appris à les gérer sous Impella. Et donc, c'est toute une technique un peu particulière pour tirer l'Impella pendant la CEC, etc. Typiquement, ici, on a un patient qui a également vous voyez, en cathétérisme, on peut voir assez facilement aussi la communication, en scanner, on peut voir la communication interventriculaire, ici, entre le ventricule gauche et le ventricule droit qui est ici, vous la voyez également ici. Et chez ce patient-là, donc on a proposé une chirurgie, je ne sais pas si les images en échographie, vous voyez, il y a un shunt gauche-droit, vous voyez ici également, donc ça c'est le TO opératoire. Alors, attendez, je change de diapo s'il veut bien, voilà. Et une fois réparé, c'est une courbe de Théo également. Vous voyez ici se situer la communication interventriculaire. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une espèce de... c'est là, ici on voit le patch qui a été positionné, qui a permis de fermer cette communication interventriculaire. Et alors on peut faire d'autres choses. Nos amis cardiologues, une autre catégorie que ceux qu'on a vus ce matin, les hémodynamiciens, mais qui ne sont pas là, ils nous mettent des systèmes d'ombrelles, un peu comme quand ils ferment les communications interauriculaires. Vous voyez ce système-là, un peu de diabolo, qu'on vient mettre pour fermer la communication interventriculaire en percutané. Alors c'est assez élégant. Eux aussi ont besoin quand même de berges, de bordures et de berges assez solides pour que le système tienne, parce que sinon l'ombrelle finit par partir dans la circulation, c'est pas très élégant non plus, mais ça peut être utilisé chez les patients assez fragiles. Et vous voyez quand même, si au début la chirurgie fait un petit peu mieux en termes de survie, on voit qu'au long cours c'est pas mal, donc ça peut être mis en balance dans la discussion. Le problème c'est que des fois il y a de multiples communications, et vous voyez là, là malheureusement c'est une pièce d'anapathe pour le patient, je dirais. Vous voyez, parfois on est obligé de mettre plusieurs ombrelles pour réussir à fermer de multiples perforations. Bon là ça n'a pas été trop favorable pour le patient a priori. Par contre, ce qu'il faut savoir, ça c'est un peu une diapositive de synthèse sur cette communication interventriculaire après infarctus. Ce qu'il faut savoir, c'est que malgré la chirurgie du patient, je vous ai dit parfois faire cette rustine, ce patch, c'est pas évident, il persiste des fuites. Et là, à ce moment-là, on peut combiner, on peut mettre du percutané pour venir fermer une fuite résiduelle éventuellement. Ça commence à faire un cœur fragile. La rupture mitrale, écoutez, les facteurs prédictifs, on retrouve toujours l'âge. La rupture du pilier mitral avec l'insuffisance mitrale, la prévalence du diabète.
l'absence ou la présence d'infarctus préalable et chez les patients qui ont une atteinte coronarienne multivasculaire, également l'existence d'une hypertension et d'un infarctus du myocarde inférieur. C'est plus souvent le muscle postéromédian qui est rompu, le postéromédian qui est vascularisé essentiellement par l'interventriculaire postérieur. Cliniquement, c'est quelques jours après un syndrome coronarien aigu, une hypotension, une dyspnée, un OAP. Et en général, quand vous faites l'auscultation, vous retrouvez le souffle systolique. Parfois, il peut être absent parce que l'insuffisance mitrale est tellement massive qu'on ne l'entend pas. Et à ce moment-là, c'est l'échographie, encore une fois, qui va vous faire le diagnostic, plus que le cathé droit, où vous allez retrouver la grande onde V, effectivement. Je vais accélérer tout petit peu pour vous dire qu'on va préférer pour cette prise en charge un remplacement valvulaire mitral à une plastie, parce que la chirurgie est plus courte, c'est des patients fragiles. On met plutôt une bioprothèse qu'une prothèse mécanique, c'est des sujets âgés, mais si on se dit que peut-être derrière on va devoir mettre une assistance à ce patient-là, il vaut mieux avoir une bioprothèse qu'une prothèse mécanique, ça prolonge moins la chirurgie, et puis on peut utiliser le mitraquet. Alors en conclusion, elles surviennent quelques jours après un infarctus transmural, sont quand même souvent létales, c'est quand même pas de bons pronostics, ces complications mécaniques. La place de l'échographie est prépondérante. Le traitement, la rupture de la paroi libre brutale et aiguë, on va dire, là, il n'y avait pas trop de choix. C'est une chirurgie en urgence avec tout le caractère délétère que ça peut avoir. La rupture du muscle papillaire, vous faites plutôt rapidement, parce que l'insuffisance mitrale va être mal tolérée aussi. Et par contre, la CIV, vaut mieux attendre une semaine. Dernière diapositive, il faut rappeler que c'est également multidisciplinaire, que c'est des décisions qui sont souvent complexes à prendre. Je remercie d'autres cardiologues qui ne sont pas là, le professeur Guérin et le docteur Piriou, qui m'ont donné un certain nombre d'images, ainsi que notre chirurgien Charles-Henri David, qui s'est un peu spécialisé dans les assistances. Et encore une fois, désolé pour ce conflit d'intérêts avec Nantes sur cette session nanto-nantaise. Et puis je fais un peu de publicité également pour la Sfarkotova, le Capso et les Actaïques qui ont lieu très prochainement. Je vous remercie pour votre attention.